Merci Antoine, merci Pascal d'être là aujourd'hui. Alors la confiance, on vient d'en parler, c'est un élément qui nous est très cher. D'ailleurs, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui autour de ce témoignage et avec tous nos clients. On va parler de Groupama tout de suite. Groupama, c'est une entreprise qui est très data-driven. Est-ce que vous pouvez nous expliquer depuis quand et surtout quelle stratégie vous avez menée pour répondre à ces enjeux de data-driven? Alors bonjour à tous. Groupama Data Driven, oui aujourd'hui. Juste pour revenir un petit peu en arrière, une entreprise d'assurance, elle a toujours été orientée centrée data. C'est globalement la data a une place très, très importante dans le métier d'assurance pour des problématiques de maîtrise du portefeuille, d'actuariat, etc. Donc ça a toujours été. Maintenant, le vrai virage pour Groupama, il a eu lieu en 2015 avec le lancement d'un programme à l'échelle du groupe, un programme de mise en œuvre d'une plateforme Big Data. L'objectif était double. C'était de répondre à un certain nombre de manques, notamment en termes de BI, un manque autour du pilotage de tous nos processus de distribution multicanal, multimétier. Le deuxième objectif, et c'est celui-ci qui porte le plus d'enjeux, c'était de construire une plateforme Big Data à l'échelle de Groupama, à même d'accompagner la stratégie de l'entreprise autour de la data. Voilà. Donc en 2015, lancement d'un programme validé par le COMEX sous proposition de la DSI. Et ce programme, donc aujourd'hui, est en cours et on verra juste après ce qu'il a permis d'apporter. Mais il a au moins permis de répondre à la mise en place de ces briques décisionnelles manquantes et puis à la construction de cette plateforme Big Data. Alors, très intéressant, dans le Big Data, on parle souvent de cas d'usage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les cas d'usage que vous aviez identifiés et que vous avez mis en production? Oui, donc voilà, c'est sur le slide suivant. Ici, vous avez une représentation, alors forcément simplifiée, de globalement ce que l'on a mis en place. Cette plateforme de données, elle s'articule autour d'un data lake. Donc c'est construit sur, donc c'est une base Hadoop, hein, donc d'un data lake qui a l'intérêt d'être donc très central. Qui nous permet de décloisonner l'ensemble des données. Alors, je n'ai pas présenté Groupama, mais Groupama, c'est deux marques. La marque Groupama avec 10 caisses régionales, hein, on est un assureur mutualiste, 10 caisses régionales sur le territoire français, et avec une autre marque GAN Assurance, enfin GAN, marque GAN, et donc avec, en termes de système opérationnel, des systèmes qui sont relativement cloisonnés entre eux, notamment au niveau des back-office. Et ce data lake, il est vraiment positionné de manière très transversale et il nous permet d'héberger et de consolider l'ensemble du capital data de Groupama de façon décloisonnée. Et donc, il permet en aval de servir un certain nombre de cas d'usage qui ont besoin justement de se construire sur une vision décloisonnée des données. Alors, si je viens maintenant sur les différents cas d'usage, ce qui est représenté là, évidemment, ce ne sont que les cas d'usage qui sont en production. On a un certain nombre évidemment de réflexions, mais que je ne vais pas forcément partager complètement ici, mais voilà, d'autres cas d'usage à valeur. Parfois aussi, c'est un acte, en tout cas, elles peuvent être source de vecteurs aussi très différenciateurs par rapport à la concurrence. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Bon, après, je pense que tous les assureurs travaillent dans le même sens, hein, sur des sujets autour de la satisfaction client, sur la fraude, sur le churn, etc. Donc, voilà. Bon, les usages que l'on a construits aujourd'hui, il y en a 4 principaux. Un premier cas d'usage sur le pilotage, je l'évoquais tout à l'heure. Donc, on a construit en aval du Data Lake un Data Warehouse Group, là aussi non cloisonné. Et qui permet à chaque de produire un certain nombre d'indicateurs de manière communautaire, c'est-à-dire pour l'ensemble de nos entités, et qui permet également à chaque entreprise, donc caisse régionale, de construire ses propres besoins de reporting, besoins propres à une entreprise d'assurance de plein exercice. Voilà. Donc ça, c'est un premier cas d'usage. Cette brique pilotage, elle est complémentaire avec l'ensemble de nos systèmes décisionnels qui ne sont pas représentés ici.
ici, hein, des systèmes décisionnels historiques, avec du coup une problématique de convergence qu'il faut qu'on adresse entre ces deux mondes. Deuxième cas d'usage sur la vision 360. Donc là, l'objectif, alors évidemment, on a un CRM avec une consolidation de nos données clients de manière centralisée. Là, l'objectif de cette brique-là, c'est bien de présenter une vision plus large de la connaissance client, et notamment en y intégrant des données non structurées. Je pense aux données de type téléphonie, de type données de contact. Et donc là, on utilise la chaîne Data Lake et cette vision 360 pour restituer ces informations-là que jusqu'alors on ne savait pas restituer au travers d'un CRM, par exemple. Voilà. Donc là, on est sur des données, enfin sur un cas d'usage entre guillemets temps réel, ce qui nous emmène à un niveau d'exigence sur la fraîcheur des données au niveau du data lake assez forte. Oui, parce que ces applications vont se sourcer en direct sur le data lake en permanence. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ce qui veut dire aussi que le data lake tel qu'on l'a positionné là, c'est un système opérationnel et non pas un système décisionnel, avec toutes les contraintes associées en termes de niveau de SLA, de sécurité, etc. Okay. Troisième cas d'usage, un cas d'usage autour de la fraude. Donc là, l'idée, c'est de monter un dispositif qui nous permet de détecter les fraudes à grande échelle. Donc on parle de réseaux frauduleux hein, et pas de fraude à l'échelle du particulier. Et là, la vraie valeur de ce modèle-là, c'est bien d'arriver à croiser les données à l'échelle du groupe, c'est-à-dire entre les différentes entités, puisque la pertinence de ces modèles de détection de fraude, globalement, plus l'assiette de données est large, plus le périmètre de données est large, plus ces modèles sont pertinents. Voilà. Donc là, une vraie valeur ajoutée de ce data lake décloisonné qui permet de construire ce système de fraude. Là sur la façon, hein, c'est bien de construire des réseaux, donc de relier les données entre elles pour identifier des réseaux qui, a priori, n'ont pas lieu d'être et qui illustrent globalement une tentative de fraude. Et il y a beaucoup quand même d'utilisateurs sur l'ensemble de ces applications. Oui, tout à fait. Beaucoup d'utilisateurs dans le métier de l'assurance. Donc là, on parle de la fraude IARD hein, sur tout ce qui est assurance dommage. On parle de plusieurs millions de gains potentiels par an, hein, simplement sur les sujets fraude. Voilà. Et puis rapidement, le dernier cas d'usage donc c'est la construction d'un environnement data lab. C'est tout un écosystème que l'on a construit à destination des data scientists du groupe pour globalement travailler sur des modèles prospectifs de valorisation des données. Donc globalement, les cas d'usage de demain, ils sont réfléchis et travaillés sur cet environnement data lab. Ils ont dans cet environnement globalement toutes les données qu'il y a dans le data lake, les outils, l'ensemble des outils nécessaires aux travaux de data science. Et c'est vraiment un environnement isolé, donc modèle bac à sable hein, pour les data scientists. Et de mémoire, il n'est pas rafraîchi au même titre que le data lake parce qu'on va travailler sur des modèles qu'on va tester. Exactement. Et ensuite, on les passera en production sur le data lake. Et là, on a besoin des données fraîches sur le data lake. Exactement. Donc en termes de rafraîchissement de données, on va être, je crois, tous les mois. Oui, tous les mois. Rafraîchissement tous les mois. Il n'y avait vraiment pas d'enjeu ou pas de besoin d'être sur des données plus fraîches, hein, sur le data lab. En revanche, sur le data lake, on est sur des mouvements quotidiens, mais je crois que c'est toi qui en parles. Oui. Donc, on ne dévoile pas tout. Beaucoup, Antoine. Donc, Pascal, ce qui est intéressant maintenant, c'est que tu nous présentes un petit peu plus en détail quels sont les choix technologiques que vous avez faits et pourquoi. Alors, en fait, on est reparti du schéma qu'Antoine présentait. On va le décliner de manière un peu plus technique là. Ce qu'on voit en haut, donc, c'est nos données sources, hein, les bases de données. Ce qu'on voit en bas, c'est la partie restitution. Donc, on va retrouver le cas d'usage sur le décisionnel aujourd'hui, donc à base de clics, et on va retrouver le cas d'usage sur le data lab. Je ne vais pas représenter ici les différents cas d'usage, mais on imagine qu'eux vont aller chercher les données ou on va pousser les données à partir du data lake. Alors, sur les bases sources, ce qui est important de noter sur la partie source et les alimentations, c'est qu'on a construit l'ensemble, on a fait le choix de construire l'ensemble des alimentations sur du CDC, donc du Change Data Capture, ce qui nous permet donc d'assurer le premier objectif qui était la fraîcheur des données
et qui nous intègre dans le data lake, dans la partie données brutes du data lake, l'ensemble des mouvements techniques. Voilà, c'est ça, tout à fait. Alors, la partie Kafka, on la met sur un des connecteurs, un des CDC. Bon, c'était un choix technique à un moment, mais ça va nous servir, on va dire, pour une évolution future. Quand demain, il faudra aller chercher de la notion de temps réel. On se servira donc de cette partie Kafka. Donc ça, c'est pour la partie alimentation. Donc aujourd'hui, on collecte 65 millions de lignes tous les jours. Alors, c'est des mouvements techniques. Donc ça veut dire que c'est une représentation technique de ce qui se passe dans la base de données. Ça n'est pas un mouvement fonctionnel. On imagine bien que pour créer un utilisateur dans notre GRC, ça va représenter peut-être 100 à 200 mouvements techniques. Voilà. Donc ces alimentations, elles sont branchées sur le data lake. Aujourd'hui, le data lake, il est basé sur une appliance Oracle, une BDA, donc Big Data Appliance. On a fait le choix d'un matériel intégré. On va revenir dans les constats et on a un retour très positif sur cette partie-là. Plutôt que de construire votre data lake sur des clusters do-it-yourself, plutôt que d'assembler des briques de serveurs avec des stacks open source Cloudera, vous avez fait le choix d'une appliance. Alors, un investissement peut-être plus important au début, mais ça nous permet effectivement tout de suite de disposer d'une capacité qui est vraiment très, très importante. Alors ici, sur la production, donc on a recensé donc 192 cœurs avec une capacité possible de 1 péta6. Voilà. Aujourd'hui, en termes de données, on a, en termes de données raffinées, alors je vais juste parler de ce que c'est que la distinction données raffinées et données brutes. Donc les données travaillées, c'est-à-dire qu'on a reconstituées au niveau fonctionnel dans le data lake. On a aujourd'hui 200 Tera de données raffinées qui se répartissent sur 2300 tables. Voilà. Donc le raffinage qui nous permet à la fois donc de reconstruire le fonctionnel au niveau des données et aussi de contrôler la donnée. C'est un des constats que je peux partager aussi. Le choix de la fraîcheur des données et le choix d'utiliser des CDC pour alimenter le data lake. Donc nous, des avantages sur la partie volumétrie. Donc une énorme volumétrie de données à travailler et aussi sur les possibilités de perte de données. Donc tout le monde sait que ça tombe parfois en panne. On a des serveurs qui tombent, donc des trous dans des alimentations. On a des données qui peuvent arriver aussi en doublon. Donc voilà, donc cet aspect. Tu parles de ce qui alimente le data lake, pas de nos plateformes. Évidemment. Tu me rassures. Donc ce retravail de la donnée, on est obligé de le faire en aval et on le fait donc à travers des batchs qui tournent, qui retravaillent les données brutes donc en données raffinées. Donc aujourd'hui, ces batchs sont concentrés la nuit puisqu'il faut qu'on mette à disposition les données de la veille pour le matin. Pour les applications d'ailleurs Voilà. Qui se sourcent sur le data lake. Effectivement. Donc aujourd'hui, on a 40 batchs qui tournent la nuit et un temps cumulé donc d'une douzaine d'heures. Voilà. Avec une problématique qui arrive, comment intégrer des nouveaux usages et conserver cette fraîcheur de données. Sur la troisième ligne, on voit la partie décisionnelle, donc DataWare et DataMart. Donc c'est là qu'on retrouve le fonctionnel. Donc on répartit nos données en fonction des cas d'usage. Donc là, on a fait le choix aussi d'une solution intégrée. Donc on utilise des Exadata, alors pas les mêmes ou les mêmes, je ne sais pas, de ceux que vous avez dans le cloud. Mais en tout cas... ce sont les mêmes, ce sont les Exadata dans le cloud aussi, pour Autonomous. Ça nous permet, donc, c'était le deuxième constat que je voulais partager avec vous sur les appliances, de diminuer considérablement donc, le nombre de pannes au niveau hardware, de faire gérer ça en automatique par Oracle qui intervient dans nos data centers et qui change le matériel. Donc, aussi bien sur la BDA que sur la partie Exadata, cette partie-là, je dirais, est quasiment transparente. Le deuxième constat, c'est les montées de version. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors il y a eu une étape de montée et de mise à niveau, mais désormais, donc, à la fois sur la BDA comme sur les Exadata, on peut arriver, alors on ne le fait pas tout le temps, mais on peut arriver à faire 2 montées de version par an.
Voilà, aussi bien au niveau donc, du cluster Hadoop, qui est sur Cloudera, que sur les Exadata, les versions des VM ou les bases de données. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie dataware. Et sur la partie décisionnelle, alors je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Aujourd'hui, on utilise ClickView et ClickSense. Sur le Data Lab, on en a parlé un tout petit peu. Donc lui est hébergé dans le cloud. On extrait les données donc, tous les mois, les données raffinées, pour aller donc, les porter, les mettre à disposition donc, des data scientists. Voilà. Super. Alors maintenant, avec tout ce beau projet, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le bilan au global et quelles sont les prochaines étapes? Oui, alors le bilan, globalement, aujourd'hui, il est globalement positif. On a lancé ce programme en 2015, donc ça fait 4 ans. Aujourd'hui, cette plateforme de données, elle est opérationnelle, elle est en production, elle est alimentée en quotidien, elle est industrialisée. Alors, une fois que j'ai dit ça, il reste plein de choses à faire, on est bien d'accord. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est une plateforme qui est opérationnelle et qui permet, de servir les cas d'usage qu'on a présentés, et de projeter globalement une vraie stratégie data à l'échelle de Groupama. On ne peut pas parler de stratégie data aujourd'hui sans avoir une plateforme de ce type-là opérationnelle, de mon point de vue. Voilà. Le deuxième point très positif, c'est ce Data Lab. Alors, en soi, ce n'est pas un très gros sujet en termes de projet informatique. C'est relativement petit par rapport au reste. Pour autant, le fait d'avoir à disposition cet écosystème avec toute l'organisation qui va bien autour, entre les data scientists, entre les data engineers dans les équipes DSI, entre les data administrateurs, enfin de la plateforme, pardon, c'est pas le bon terme, mais pour administrer toute cette plateforme, et le fait d'avoir cet écosystème vivant, en place et efficient, ça permet là aussi de projeter, de construire les cas d'usage futurs et vraiment de valoriser les travaux qui ont été faits. On a également fait le choix, et là aussi, avec un peu de recul, c'est un très bon choix de mon point de vue, on a fait le choix d'internaliser fortement toutes les compétences. C'est-à-dire que toute cette plateforme-là, en termes de projet, en termes d'exécution, elle est réalisée par des internes Groupama, avec un effort très important en termes, de recrutement, et recrutement, on sait que sur ces sujets-là, c'est pas forcément quelque chose de très simple, mais voilà, le marché est tendu, mais donc un effort très important en termes de recrutement et en termes de formation. Donc là aussi, globalement, positif. Et puis, Pascal l'a évoqué, des choix technologiques, donc notamment autour des choix d'infrastructures, appliance, Exadata, qui s'avèrent aujourd'hui pertinents. Et quand on regarde, parce que forcément on se challenge régulièrement par rapport aux choix qu'on a pu faire à un instant T, quand on regarde le marché et puis les solutions alternatives, aujourd'hui on n'a pas de regret sur ces choix-là. Voilà. Donc ça, c'est le bilan positif. Alors après, évidemment, il reste plein de travail à faire. On n'est qu'au début de l'histoire. Il reste un travail très important sur toute la partie industrialisation. J'ai dit qu'on était en production opérationnelle. Pour autant, on en découvre quand même encore un peu régulièrement des problèmes à traiter, des travaux d'industrialisation, etc. Donc à poursuivre. Ça, c'est en permanence. Également, Pascal l'a évoqué sur toutes les problématiques de montée de version régulière pour ne pas prendre de retard sur les composants techniques de la plateforme. On a un gros challenge, un gros travail sur la gouvernance de données à structurer et à outiller. Je ne rentre pas dans le détail, mais je pense que c'est une problématique qu'on rencontre tous. Et puis surtout, je dirais, c'est le point majeur. Aujourd'hui, cette plateforme, elle est à disposition. Globalement, elle coûte si on ne s'en sert pas. C'est-à-dire que le vrai enjeu maintenant, c'est d'arriver à ce que nos métiers s'emparent des capacités de cette plateforme, imaginent les cas d'usage métiers qui permettent de valoriser tous ces investissements et globalement le capital donné du groupe. Et c'est ça, je pense, le plus gros challenge, mais également ce qui est le plus intéressant pour la suite. Et là, vous collaborez très bien entre métier et IT. Évidemment, je ne peux pas dire le contraire. Oui, ça va de soi, comme dans toutes les entreprises, on collabore très bien entre métier et IT, il n'y a aucune difficulté. Merci beaucoup, messieurs. Témoignage passionnant. Bravo. Merci.